Flaubert est né il y a 200 ans, et il est toujours vivant. Par quel prodige! Grâce à ses héroïnes, Emma Bovary, Marie Arnould, Salammbô, Félicité, des femmes nées de son imagination, mais aussi inspirées de celles qu'il a admirées et aimées, démesurément aimées. Flaubert est né il y a 200 ans, mais il garde encore ses secrets. Alors il nous fallait reprendre l'enquête, dans les lieux mêmes où Gustave Flaubert a vécu, là où palpite la mémoire, là où l'on trouve des trésors et la trace immortelle des passions humaines, dans les musées. Vous écoutez Le secret des héroïnes de Flaubert, le podcast qui vous entraîne dans les passions de l'auteur rouennais à travers la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie. Au musée Flaubert et d'histoire de la médecine se cache le premier amour de Gustave, Élisa Schlesinger. Une femme qui vient embraser le cœur d'un Flaubert encore adolescent et l'arracher à l'atmosphère morbide de son enfance. Une femme à laquelle il voue un amour fou, mais dont le destin tragique va le marquer à jamais et lui inspirer l'une de ses plus grandes héroïnes, celle de l'éducation sentimentale. Nous sommes au musée Flaubert et d'histoire de la médecine. C'est en fait l'ancien logement de fonction du chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Sophie Demoy, chargée des collections. Alors, c'est une belle maison du milieu du XVIIIe siècle, en pierre de taille, en pierre de Caumont. Achille Cléophas Flaubert, donc le père de Gustave Flaubert, occupe cette maison de 1818 à 1846. Ce qui lui fera dire, je suis né dans un hôpital et j'y ai vécu un quart de siècle. C'est un musée à la fois littéraire et d'histoire de la médecine. Yvan Leclerc, spécialiste de Flaubert. Ça se sent très bien et ça a dû être très prégnant et très pesant pour un enfant. On peut imaginer que il a dû entendre des récits, assister à des scènes, voir des choses qui ne sont pas d'un enfant de son âge ici. Je suis né à l'hôpital, dont mon père était le chirurgien en chef, et j'ai grandi au milieu de toutes les misères humaines, dont un mur me séparait. Tout enfant, j'ai joué dans un amphithéâtre. Voilà pourquoi, peut-être, j'ai les allures à la fois funèbres et cyniques. Je n'aime point la vie, et je n'ai point peur de la mort. Alors nous sommes dans le jardin du musée, c'est tout à fait le jardin de l'époque de Gustave Flaubert. Il faut imaginer le petit Gustave enfant jouer dans ce jardin. Alors on sait, grâce à la correspondance de Flaubert, il a beaucoup de souvenirs rétrospectifs de sa jeunesse passée ici, que l'univers hospitalier était quand même très important. Et au rez-de-chaussée, il y a des fenêtres qui donnent sur ce jardin qui correspondent à l'amphithéâtre d'anatomie de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Donc le papa Flaubert commence sa carrière comme prévôt d'anatomie et Flaubert a des souvenirs quand il était enfant. Il se hissait à une fenêtre avec sa petite sœur cadette, sa petite sœur Caroline, et il voyait son père faire des dissections d'anatomie et des choses assez terribles. Je vais vous montrer. L'amphithéâtre de l'Hôtel-Dieu donnait sur notre jardin. Que de fois, avec ma sœur, n'avons-nous pas grimpé au treillage et, suspendus entre la vigne, regardé curieusement les cadavres étalés. Le soleil donnait dessus. Les mêmes mouches qui voltigeaient sur nous et sur les fleurs allaient s'abattre là, revenaient, bourdonnaient. Je vois encore mon père levant la tête de dessus sa dissection et nous disant de nous en aller. Autre cadavre aussi, lui. Il a 15 ans, quand il écrit à son ami de l'époque, son meilleur ami Ernest Chevalier, « La plus belle femme du monde n'est guère belle sur la table d'un amphithéâtre, avec les boyaux sur le nez, une jambe écorchée et une moitié de cigare éteint qui repose sur son pied. » Donc il découvre l'érotisme avec un mélange, en empruntant le nom des dieux grecs, un mélange d'éros et de thanatos, la vie et la mort, qui sera l'antithèse fondatrice pour lui. Alors est-ce que ça vient de là probablement? Mais voilà, il a 15 ans quand il écrit ça. Et on sent effectivement une expérience vécue dans ce qu'il dit là. Alors
Alors à cette époque, on entrait par ici dans la maison. Et à la fois les malades, donc la clientèle privée du papa et la famille Flaubert, donc le petit Gustave, empruntaient cette même entrée, une entrée commune. Alors ici, à l'époque des Flaubert, c'était la salle à manger. Alors cette salle, c'était l'office. Mais il y avait aussi dans cette pièce une ouverture, donc on voit encore la trace, une ouverture vers une salle de malade. Et là aussi, Flaubert, dans sa correspondance, on a beaucoup de souvenirs. En 1832, en pleine épidémie de choléra, quand la famille mangeait dans la salle à manger à côté, il entendait des malades crier ou agoniser. Donc il y avait vraiment une très grande proximité de l'hôpital dans cette maison natale, et ça l'a vraisemblablement énormément marqué, notamment dans ses premiers écrits de jeunesse. Effectivement, au moment du choléra, il dit que les gens mouraient comme des mouches derrière la cloison. Ce qui est fascinant, c'est que Flaubert arrive à un moment du romantisme qu'on appelle le romantisme frénétique ou le romantisme macabre, avec effectivement des sujets qui sont en rapport aussi avec ce qu'il vit ici. C'est-à-dire qu'il y a une convergence entre la mode du temps, la mode esthétique, l'imaginaire du temps, et puis la vie qu'il va vivre ici. On venait de retirer un cadavre de l'eau, et il était exposé à la morgue. C'était une femme. Un bonnet de dentelle avec des fleurs sales lui couvrait la tête. Ses habits étaient déchirés et laissaient voir des membres amaigris. Quelques mouches venaient bourdonner alentour et lécher le sang figé sur sa bouche entr'ouverte. Ses bras gonflés étaient bleuâtres et couverts de petites taches noires. Le soleil était sur son déclin, et un de ses derniers rayons, perçant à travers les barreaux de la morgue, vint frapper sur ses yeux à moitié fermés et leur donner un éclat singulier. Ce corps couvert de balafres, de marques de griffes, gonflé, verdâtre, exposé ainsi sur la dalle humide, était hideux et faisait mal à voir. Un parfum à sentir. 1836. Donc là, nous entrons dans la chambre natale, qui est la chambre du parent. Ici, c'est une reproduction d'un portrait de Flaubert, on va dire préadolescent. Il doit avoir dans les 11-12 ans. Il est daté des années 1832-33. Il est très sérieux, mais on sait qu'il était quand même assez fantasque. J'ai l'impression que c'était un peu l'original de la famille aussi, un petit peu l'artiste, parfois assez exubérant. Quand il était écolier, il ne se passait pas grand-chose en dehors des cours et puis de l'écriture personnelle ici. Et tout ce qui se passe d'important, c'est pendant l'été, c'est pendant les vacances. Alors, c'est pas l'été, c'est l'automne. Parce qu'à l'époque, la distribution des prix a lieu entre le 8 et le 15 août. Et la rentrée des classes, c'est le mois d'octobre. Donc, Flaubert parle de ces automnes à Trouville. Et il a 15 ans, 14 ans et demi, il a même pas encore 15 ans. Et là, il se passe quelque chose de très important dans la vie d'un jeune homme, c'est-à-dire que il voit une femme qui correspond à son type de femme. J'allais souvent seule me promener sur la grève. Un jour, le hasard me fit aller vers l'endroit où l'on se baignait. C'était une place, non loin des dernières maisons du village, fréquentée plus spécialement pour cet usage. Hommes et femmes nageaient ensemble. On se déshabillait sur le rivage ou dans sa maison, et on laissait son manteau sur le sable. Ce jour-là, une charmante pelisse rouge avec des raies noires était restée sur le rivage. La marée montait, le rivage était festonné d'écume. Déjà un flot plus fort avait mouillé les franges de soie de ce manteau. Je l'ôtais pour le placer au loin. L'étoffe en était moelleuse et légère. C'était un manteau de femme. Apparemment, on m'avait vu, car le jour même, au repas de midi, et comme tout le monde mangeait dans une salle commune à l'auberge où nous étions logés, j'entendis quelqu'un qui me disait « Monsieur, je vous remercie bien de votre galanterie. » Je me retournai. C'était une jeune femme assise avec son mari à la table voisine. « Quoi donc ?» lui demandai-je préoccupé. « D'avoir ramassé mon manteau. N'est-ce pas vous ?»« Oui, madame, » repris-je, embarrassé. Elle me regarda. Je baissai les yeux et rougis. Quel regard, en effet.
Comme elle était belle, cette femme. Je vois encore cette prunelle ardente sous un sourcil noir se fixer sur moi comme un soleil. Les mémoires d'un fou. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas de lettres, on n'a pas de témoignages immédiats. Il faut attendre 2 ans après cette rencontre à Trouville pour que Flaubert écrive Les Mémoires d'un fou, qui transpose cette scène-là. Et puis il faut attendre après l'éducation sentimentale qui arrive très très tard, qui est une transposition de transposition à bord d'un bateau. Alors on n'est plus sur une plage, à bord d'un bateau où Marie Arnoux reprendra un certain nombre de traits d'Elisa Schlesinger. Alors Elisa Schlesinger, elle a 11 ans de plus que Flaubert. Elle vit maritalement, Flaubert la croit mariée bien sûr, et elle a un enfant très très jeune. Donc il se retrouve devant une femme mariée, une mère comme ça, magnifique, qui sort de l'eau comme Vénus, et il tombe fou amoureux. Ouais. C'est une sorte de coup de foudre. Ce fut comme une apparition. Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs contournant la pointe de ses grands sourcils descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose, et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait. Et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. L'éducation sentimentale. Flaubert va continuer à fréquenter le couple Schlesinger quand il va être étudiant en droit à Paris. Et Flaubert évoque les souvenirs de la maison de la rue de Grammont. L'exquise hospitalité que j'y trouvais, ces dîners du mercredi qui étaient une vraie fête dans ma semaine. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre eux. On aimerait bien savoir, si je rencontrais Flaubert, c'est la question que je lui poserais, car il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas de la vie de Flaubert. Et très tardivement, il raconte à Edmond de Goncourt l'anecdote de la non-consommation de la passion. On est en 1873, et Edmond de Goncourt dit ceci dans son journal, 17 décembre. « Une passion qu'il avait empoignée en 4e et qu'il garda au fond de lui, en dépit du bordel et des amours banales, jusqu'à 32 ans. La passion eut pour lui un dénouement qui revient assez souvent dans la vie tragicomique de mon ami. Un certain jour, au moment où il sentait que la femme, depuis si longtemps adorée, mollissait, qu'elle était à lui, dans ce moment même, il eut envie d'aller au lieu. » Alors, ça commence comme une histoire romantique, ça se termine comme une histoire naturaliste. En tout cas, voilà, ça c'est la version de Flaubert rapportée par Goncourt. Mais ça lui correspond bien, et ça correspond en plus à la situation de l'éducation sentimentale, c'est-à-dire un amour qui reste chaste, un amour impossible, quoi. Et un amour qui ne peut pas se conclure parce que le jeune homme est trop timide, quoi, ce qui serait le cas de Frédéric dans l'éducation sentimentale, et probablement de Gustave aussi dans la vie. Je suis encore timide comme un adolescent et capable de conserver dans des tiroirs des bouquets fanés. J'ai dans ma jeunesse démesurément aimé sans retour, profondément, silencieusement. Nuit passée à regarder la lune, projet d'enlèvement et de voyage en Italie, rêve de gloire pour elle, torture du corps et de l'âme, spasme à l'odeur d'une épaule et pâleur subite sous un regard. J'ai connu tout cela, et très bien connu. Chacun de nous a dans le cœur une chambre royale. Je l'ai murée, mais elle n'est pas détruite. Alors ici, on est toujours dans la maison des Flaubert. C'est une très grande pièce qui était donc cette salle de billard. Et dans cette salle de billard, on évoque un petit peu les conditions d'hospitalisation à l'Hôtel-Dieu de Rouen au XVIIIe et XIXe siècle.
Et on montre aussi notamment toute une collection de saints guérisseurs, des Saint-Antoine, Saint-Roch, Sainte-Agathe, Saint-Mathurin, qui font partie des belles statues parmi notre collection de statues de saints guérisseurs. Donc Saint-Mathurin, c'est le saint que l'on invoquait pour être délivré de la folie. C'est pour cela que l'on expose à proximité de cette belle statue en pierre un fer d'aliéné, parce qu'autrefois on avait très peur de la folie, et donc le remède c'était un peu d'enchaîner les fous ou d'avoir recours à ce type de saint guérisseur. Et Saint Mathurin était un diacre, et cette statue le représente en train d'exorciser une petite princesse, la princesse Théodora, dont le poignet est enchaîné par un fer d'aliéné, et la folie est représentée par une espèce de bête fantastique, comme un crapaud. Donc c'est un saint qui était très fréquent au Moyen-Âge pour censé guérir de la folie. Maxime Ducamp à Flaubert, le 20 août 1863. À propos d'enfance, t'ai-je dit que la mère Schlesinger était folle, atteinte de l'hypémanie, mélancolique au dernier degré et enfermée comme telle dans une maison de santé, je ne sais où, à Mannheim je crois, mais je ne l'affirme pas. On cache cela avec grand soin, mais je l'ai su par son médecin même. Oui, alors on sait que Élisa était internée, d'abord dans un premier temps, pendant que Flaubert était en train d'écrire l'éducation sentimentale, c'est-à-dire que au moment où il écrit le roman, où passe ce lointain souvenir d'Élisa, il apprend qu'elle est internée en 62-63 par son mari, par Maurice Schlesinger. Ils étaient partis en Allemagne après le coup d'État de Napoléon Bonaparte, parce que Maurice Schlesinger était un républicain. Il avait participé au club en 48, et donc du coup il était menacé de prison ou de déportation. Donc comme il était d'origine prussienne, ils s'exilent de l'autre côté de la frontière, à Baden, où ils vont résider et ils ne reviendront pas. La mère Schlesinger est sortie de sa maison de santé et revenue à Bade. Je l'ai aperçue dernièrement dans l'avenue de Lichtental, au bras de son fils. Elle était superbe, maigre, pâle, brune, des cheveux tout blancs et de grands yeux bleus égarés. Je repensais à toi, à tout ce que tu m'en avais dit, et cela m'a mis d'une tristesse insensée. Maxime Ducamp, à Flaubert, le 10 septembre 1863. Donc Élisa va finir ses jours dans un asile psychiatrique à côté de Bade, où elle va être internée à partir de 1875, et elle meurt en 1888, c'est-à-dire qu'elle va rester 13 ans dans cet hôpital de fous. Et donc il n'y a pas de traces qui restent d'elle. Et elle a cette disparue, ce fantôme de Trouville, un vrai fantôme, et on n'a pas retrouvé sa trace. En revanche, on a retrouvé son extrait de mort. J'ai gardé ça pieusement comme une relique, voilà. Dernière lettre à Élisa Schlesinger, 5 octobre 1872. Ma vieille amie, ma vieille tendresse. Je ne peux pas voir votre écriture sans être remué. Aussi, ce matin, j'ai déchiré avidement l'enveloppe de votre lettre. Je croyais qu'elle m'annonçait votre visite. Hélas, non. Ce sera pour quand? Pour l'année prochaine? J'aimerais tant à vous recevoir chez moi, à vous faire coucher dans la chambre de ma mère. On m'a donné un chien. Je me promène avec lui en regardant l'effet du soleil sur les feuilles qui jaunissent, et comme un vieux, je rêve sur le passé, car je suis un vieux. L'avenir pour moi n'a plus de rêve, mais les jours d'autrefois se représentent comme baignés dans une vapeur d'or. Sur ce fond lumineux où de chers fantômes me tendent les bras, la figure qui se détache le plus splendidement, c'est la vôtre. Ô pauvre Trouville, écrivons-nous de temps à autre, ne serait-ce qu'un mot pour savoir que nous vivons encore. Adieu, et toujours à vous, G. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Il fréquenta le monde, et il eut d'autres amours encore, mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides.
Et puis la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Des années passèrent, et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l'inertie de son cœur. Vers la fin de mars 1867, à la nuit tombante, comme il était seul dans son cabinet, une femme entra. « Madame Arnoux. » Frédéric. Elle le saisit par les mains, l'attira doucement vers la fenêtre, et elle le considérait tout en répétant « C'est lui, c'est donc lui ». Dans la pénombre du crépuscule, il n'apercevait que ses yeux sous la voilette de dentelle noire qui masquait sa figure. Quand elle eut déposé au bord de la cheminée un petit portefeuille de velours grenat, elle s'assit. Tous deux restèrent sans pouvoir parler, se souriant l'un à l'autre. L'éducation sentimentale. Élisa Schlesinger et Marie Arnoux ont des traits communs à la fois physiques, elles sont brunes toutes les deux. Elles ont le même âge, 30 ans, dans Mémoire d'un fou et dans l'éducation sentimentale. Et elles sont mères l'une et l'autre de 2 enfants. Et quand on regarde les dates de la fiction, les dates de la réalité, et les écarts d'âge, la chronologie interne, tout ça, on s'aperçoit que Flaubert fait un copier-coller un peu de la réalité et de la fiction. Et puis, alors, dans les carnets de notes, là où Flaubert commence à écrire ses premières idées, on a une identification absolue entre les personnages et la vie, puisque Flaubert écrit, je vais écrire un roman qui va s'appeler Madame Moreau, et il va y avoir le mari, la femme, l'amant, et la ligne du dessous, c'est Monsieur Schlesinger, Madame Schlesinger, moi. Donc là, il donne une clé de lecture biographique. Et puis, dans les brouillons aussi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'au moment où Flaubert donc écrit, il apprend qu'Élisa est internée pour la première période. Et là, le personnage de Madame Arnoux, à cause de la mauvaise conduite de sa fille, devient folle. Elle souffre d'hystérie et elle est elle-même internée. En fait, ça disparaîtra du texte définitif, ça se trouve pas dans le roman publié, mais Flaubert avait transposé dans un premier temps ce qu'il avait appris de la vie d'Élisa dans la destinée de Marie Arnoux. Et alors, il y a une chose très intéressante, c'est que il cherche, au moment où il met en place ses idées, quelles pourraient être les raisons de cette hystérie ou de cette folie. Et donc, il y a le mauvais comportement de sa fille, et en même temps, il dit « excès de vertu ». Et il a lu dans les traités d'hystérie de l'époque qu'une chasteté prolongée pouvait provoquer chez une femme des crises d'hystérie, et donc de la folie. Comme s'il se vengeait au fond, inconsciemment, de la chasteté que lui a probablement imposée Élisa, en l'envoyant dans une maison de santé. Si elle m'avait aimé, au fond, elle ne serait pas devenue folle. Il y a un peu ça qui court derrière, au fond. C'est le châtiment des femmes trop fidèles et trop chastes. Voilà. Elle risque de terminer folle. Elle avoua qu'elle désirait faire un tour à son bras, dans les rues. Ils sortirent. La lueur des boutiques éclairait par intervalles son profil pâle, puis l'ombre l'enveloppait de nouveau. Et au milieu des voitures, de la foule et du bruit, ils allaient sans se distraire d'eux-mêmes, sans rien entendre, comme ceux qui marchent ensemble dans la campagne, sur un lit de feuilles mortes. Ils se racontèrent leurs anciens jours. Elle s'étonnait de sa mémoire. Cependant, elle lui dit « Quelquefois vos paroles me reviennent comme un écho lointain, comme le son d'une cloche apportée par le vent. Et il me semble que vous êtes là, quand je lis des passages d'amour dans les livres. » Tout ce qu'on y blâme d'exagérer, vous me l'avez fait ressentir, dit Frédéric. Je comprends Werther, que ne dégoûtent pas les tartines de Charlotte. Pauvre chère amie. Elle soupira, et après un long silence, n'importe. Nous nous serons bien aimés. L'éducation sentimentale. Je n'ai eu qu'une passion véritable. J'avais à peine 15 ans. Ça m'a duré jusqu'à 18. Et quand j'ai revu cette femme-là, après plusieurs années, j'ai eu du mal à la reconnaître. Je la vois encore quelquefois, mais rarement, et je la considère avec l'étonnement que les émigrés ont dû avoir quand ils sont rentrés dans leur château délabré.
Est-il possible que j'ai vécu là? Et on se dit que ces ruines n'ont pas toujours été ruines et que vous vous êtes chauffé à ce foyer délabré où la pluie coule et où la neige tombe. Il y aurait une histoire magnifique à faire, mais ce n'est pas moi qui la ferai, ni personne. Ce serait trop beau. Le secret des héroïnes de Flaubert, un podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen. Texte dit par Anne-Lise Heimburger et Denis Podalides de la Comédie Française. Musique, Jean-François Riffaut. Mixage, Aurélien Barbolosi. Une production de la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie.